La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant Infomag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine à Infomag, début de campagne de financement annuel à TVC Basse-Lièvre. Les libéraux déposent leur 5e et dernier budget avant les élections et retour sur le gala reconnaissance de la Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Mathieu Daou et bienvenue à Infomag. Tout d'abord, comme à chaque année au début du mois d'avril, votre télévision communautaire lance sa campagne de financement annuel. Toute l'équipe de la TVC compte encore une fois sur votre appui afin d'assurer notre santé financière. Le 4 avril prochain, ça fera 46 ans que TVC Basse-Lièvre existe. Ça veut dire 46 ans d'émissions communautaires, culturelles, sportives, informatives et éducatives faites par des gens de la région et pour les gens de la région. Cette campagne de financement-là, ça nous permet de continuer de vous offrir une programmation de qualité année après année. C'est simple, pour devenir membre, c'est une cotisation minimum de 10 $. Vous pouvez donner en fait le montant que vous voulez. Vous recevrez par la suite une carte de membre et vous courez la chance de gagner un des nombreux prix qui seront tirés à la fin de la campagne, c'est-à-dire le 23 mai. Le président de la TVC, Michel Parenteau, nous donne plus de détails concernant cette campagne. Bien, tout d'abord, ça permet à des gens de s'impliquer, notamment financièrement à la TVC. Donc, c'est un signe pour les gens qu'ils supportent leur télévision communautaire du secteur. Pourquoi c'est important, une télévision communautaire comme la nôtre dans la communauté? Bien, sincèrement, ça supporte... cette télévision-là peut couvrir des événements qui ne sont pas couverts par d'autres. La télé, soit Radio-Canada ou TVA ou d'autres stations, ou même les médias locaux écrits, peut-être qu'ils vont couvrir des événements plus régionaux au niveau de la ville, mais le secteur est de la ville ou de la Lièvre, à l'Ange-Gardien notamment, mais si ce n'est pas couvert par d'autres, ça permet à une télé qui va diffuser cette information-là auprès de sa population. Donc, cette information-là va quand même survivre, va être quand même diffusée, puis il y a des événements qui ne seraient pas couverts par d'autres. Donc, c'est important, puis après ça, ça fait aussi faire connaître des nouveaux commerces, ça fait connaître des activités, des clubs sociaux qui existent juste dans notre secteur qu'on n'entendrait pas parler ailleurs en Outaouais. Et qu'est-ce que tu as à dire à tous les gens qui vont nous supporter encore une fois cette année? Bien, je leur dis merci à l'avance. C'est sûr qu'on va contacter les gens qui sont déjà membres. C'est des gens qui nous supportent depuis plusieurs années. Puis on va essayer d'approcher des nouvelles familles, des nouveaux commerces. Il y a eu des nouveaux commerces qui ont été fondés au cours de ces dernières années, ou notamment la dernière année, peut-être qu'ils ne sont pas nécessairement au courant de nos services et de ce qu'on diffuse en ondes, mais on va les approcher dans les prochaines semaines pour supporter la télévision communautaire. Autant les gens de la Basse-Lièvre, c'est-à-dire dans l'est de Gatineau, que les gens de partout en Outaouais peuvent encourager la TVC parce que nos émissions s'adressent à tout le monde. Vous avez deux options, soit vous nous appelez au 819-281-8250 ou soit vous venez directement nous voir ici au 150 McLaren Est dans le secteur Buckingham. La présidente du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre, Mme Mélisa Parenteau, ainsi que le directeur des opérations chez Matériaux Bonhomme, Sébastien Jonca, ces deux personnes-là ont accepté d'être notre couple d'honneur cette année. Encore une fois, on écoute Michel Parenteau. Bien, en fait, c'est un couple. Tous les deux sont des gens impliqués dans le milieu ici. Puis la télévision communautaire, c'est pour la communauté. Donc, on voulait cette année aller chercher, c'est la première fois que ça va pour la TVC, qu'on va chercher un couple président d'honneur de notre campagne de financement. Puis on trouvait que c'était approprié cette année, notamment en raison de leurs activités au niveau soit du regroupement des gens d'affaires pour Mélisa ou bien aussi pour la maison de la famille pour Sébastien et aussi pour le commerce Matériaux Bonhomme. Donc, ils ont plein d'activités qui favorisent la communauté dans le secteur de Buckingham, puis ils ont été approchés pour cette raison-là. Puis on est très, 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 très fiers qu'ils aient accepté cette coprésidence d'honneur de cette campagne de financement.
On parle de politique provinciale maintenant. Le ministre des Finances du Québec, Carlos Letao, a présenté son 5e et dernier budget avant les élections provinciales d'octobre prochain. On parle d'un budget 2018-2019 équilibré de 110 milliards de dollars. Je vous explique un peu les faits saillants. Premièrement, les libéraux vont donner un coup de pouce aux acquéreurs d'une première propriété qui pourront toucher jusqu'à 750 dollars en crédit d'impôt. Les petites et moyennes entreprises du secteur des services et de la construction verront leur taux d'imposition sur le revenu passer graduellement de 8 à 4 En éducation et en santé, maintenant, les dépenses augmenteront respectivement de 5 et de 4,6 cette année. Pour ce qui est de l'Outaouais maintenant, oui, 7 milliards de dollars seront investis dans les infrastructures de l'enseignement supérieur, dont celle de l'Université du Québec en Outaouais. Nous avons communiqué avec le député de Papineau, Alexandre Iraka, qui se trouvait à Québec pour le dévoilement du budget. Voici ses commentaires. C'est un des plus beaux budgets, moi, que j'ai vu en termes de saine gestion et de redistribution. Évidemment, on s'est serré la ceinture dans les dernières années avec une rigueur budgétaire parce qu'on devait le faire. Là, il y avait 7 milliards de déficit, alors il a fallu se serrer la ceinture. Mais de ce que j'entends des spécialistes, des différents spécialistes, c'est quand même un budget, un beau budget qui en donne à plusieurs personnes, plusieurs groupes. On a entendu différents groupes. Moi, je vous dirais qu'en santé, ça va dégager des marges de manœuvre qui vont faire une différence dans le comté. Je pense que je vais avoir une bonne écoute pour le CHSLD. Pour les PME, j'ai plusieurs petites PME dans le comté, dans la petite nation Boquignan-la-Lièvre. Taux d'imposition de passer de 8 à 4 ça va faire une différence. Ça va soulager plusieurs petites PME. Les proches aidants, on en a dans le comté des gens qui vont bénéficier de crédit d'impôt, recevoir des sous pour les proches aidants. Ça va faire une différence. Dans les écoles, l'augmentation de 4 pour le milieu d'éducation. Je sais qu'il y a plusieurs écoles qui ont besoin d'amour, de réflexion. Même les organismes communautaires ont vu une bonification. Donc, je vous dirais que tout le monde va trouver son compte dans ce budget-là. Il était hors de question de laisser des dettes à nos enfants. Plus que ça, outre le fait que c'est encore un budget équilibré, on a décidé de commencer à rembourser la dette. Alors, il y aura 2 milliards par année qui seront mis strictement pour rembourser la dette pour les 5 prochaines années. Alors, il y a 10 milliards qui vont être investis directement sur la dette, ce qui fait en sorte que notre code de crédit est beaucoup meilleur et qu'on paie beaucoup moins d'intérêts. Je vous invite à rester à l'affût puisque j'aurai la chance de m'entretenir avec M. Iraka la semaine du 9 avril dans le cadre de l'émission Tribune locale. On va notamment décortiquer ce 5e budget du Parti libéral du Québec. Maintenant, plusieurs entreprises de la Petite Nation et les environs ont été récompensées lors du 13e gala de reconnaissance de la Chambre de commerce Vallée de la Petite Nation. L'événement annuel se tenait au Fermont-le-Château Montebello et a réussi à rassembler plus de 200 représentants de la communauté d'affaires. Au total, 11 prix ont été remis. Il y a notamment le Rockfest de Montebello qui a remporté le prix Entreprise de tourisme. Pour sa part, l'entreprise Orthophonie Réadaptation Outaouais, qui est installée sur l'avenue de Buckingham, est repartie avec le prix Nouvelle entreprise Relève. Le prix de la personnalité de l'année a, quant à lui, été décerné à M. Paul Lalonde pour ses efforts afin de promouvoir le développement économique et communautaire de sa région. La présidente de la Chambre de commerce Vallée de la Petite Nation, Mme Mélanie Hott, nous explique un peu la raison d'être de ce gala-là. Un des plus gros événements d'affaires dans la région qui se fait le côté économique. Et puis, ça permet de faire la promotion de nos entreprises, étant donné qu'en un milieu un peu, pas isolé, je peux pas dire isolé, mais quand même, on couvre un gros territoire, bien, ça permet de tout rassembler ces gens-là et puis de leur dire, un, merci de tout le travail qu'ils font et de deux, ben pour eux, c'est une belle promotion, c'est une belle visibilité parce qu'en 235 convives, ça leur permet de faire un réseautage et puis de mieux faire connaître leurs services. Cette année, on a fait salle comble. C'est la première fois depuis plusieurs années. On avait 235 convives. Alors, pour nous, c'est un succès.
Et cette année, comme première, on avait un président d'honneur qui est M. Benoît Lauzon, le préfet là, de la MRC Papineau et aussi le maire de la ville de Tursault. Je disais que le prochain rendez-vous de la 14e édition du gala va être en octobre 2019. Mais c'est ça, on invite tous les gens à venir fêter avec nous. Puis c'est vraiment une belle façon de reconnaître leur travail tout au cours de l'année. On vous rappelle, cette bonne nouvelle économique, une nouvelle usine verra le jour dans les 2 prochaines années dans la ville de Tursault. Fortress Global a annoncé qu'elle fera l'acquisition d'une entreprise établie en Colombie-Britannique pour la somme de 2,5 millions de dollars. Si la transaction se déroule comme prévu, une usine pilote sera mise sur pied sur le terrain de la compagnie. Cette nouvelle usine produira du xylicol, une sorte de sucre alimentaire que l'on peut extraire de l'écorce du bouleau notamment. Le xylicol est utilisé pour fabriquer certaines marques de biscuits, du chocolat et de la gomme à mâcher, par exemple. Les travaux de construction devraient débuter dans les prochaines semaines et durer jusqu'en 2020, date à laquelle l'usine entrera en service. Fortress Global produira 2000 tonnes de xylicol par année. Voici les précisions du vice-président au développement des affaires et projets stratégiques chez Fortress Global, M. Marco Veilleux, plutôt. Ça fait partie des concepts de bioraffinerie. Donc, ça fait longtemps que c'est des mots qui flottent dans les airs. Si on peut dire, là, c'est quoi une bioraffinerie? On a la vision, là, si on prend un arbre, il faut voir ça un peu comme un baril de pétrole. On peut faire, à partir d'un arbre, on peut faire tout ce qu'on peut faire avec le pétrole. C'est juste de trouver les bons procédés pour le faire, donc de le raffiner. Donc, bioraffinerie à partir de l'arbre. On s'en va dans ça. Fait qu'on va avoir ici une usine qui faisait de la pâte papetière. Puis là, bien, on fait du textile, de la pâte qui va dans le textile. Puis là, on s'en va dans l'alimentaire. Donc, vraiment, pénétration de marché complètement différent. On est très contents. Les procédés de fabrication actuels sont surtout en Chine. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des cotons de maïs, qu'ils les dissouent dans l'acide. Et après ça, ils vont extraire les sucres à partir de ça. C'est un procédé qui est polluant, qui génère beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, il y a beaucoup de problèmes environnementaux avec ce procédé-là. Donc, c'est un des gros avantages compétitifs sur le marché de le faire à partir d'une usine comme ici à Tursault, où est-ce qu'on extrait déjà les sucres, il reste à les purifier pour les vendre. Si les résultats du projet pilote sont concluants, une usine commerciale de 150 millions de dollars sera construite à Tursault d'ici 3 à 5 ans. La production passerait alors à 2000 tonnes par année. Le maire de Tursault, Benoît Lauzon, voit d'un très bon œil l'arrivée de cette nouvelle industrie qui permettra de créer de nouveaux emplois. Je vous laisse entendre M. Lauzon. Bien, c'est tout ce qui englobe. Il y a des emplois directs qui sont créés quand il arrive à une usine. Là. Mais ce qui est important pour une communauté, c'est tous les emplois indirects. C'est toute l'économie indirecte que ça va générer, autant dans la restauration, dans des places pour coucher, à quincaillerie, partout. Ça fait rouler l'économie. C'est extrêmement bon pour une communauté. Bien, c'est extrêmement positif. Les gens sont contents. On a beaucoup de familles qui travaillent chez Fortress à la papetière. Puis de voir que cette industrie-là travaille tout le temps avec l'innovation, puis surtout avec la valeur ajoutée. On sait qu'en Outaouais, là, on a une richesse naturelle qui est la forêt. Puis Fortress l'utilise là, à 100 %. Puis quand ils travaillent avec l'innovation de valeur ajoutée, d'aller chercher du sucre dans le bois, si tu vois que c'est des gens qui ont une vision à long terme, une vision pour demeurer chez nous, demeurer en opération, puis c'est extrêmement encourageant pour nous autres. Une nouvelle maintenant qui est un peu en lien avec le budget provincial. Le ministre des Transports du Québec, André Fortin, a annoncé un investissement de 26,5 millions de dollars afin de compléter le corridor du Rapubus jusqu'au boulevard Lorrain. Cette annonce-là vient s'ajouter à celle déjà faite en août dernier qui prévoyait la construction de la station Lorrain et d'un stationnement incitatif de plus de 200 places. Le nouvel investissement permettra d'ajouter un tronçon de 2,8 km entre La Brosse et Lorrain et de construire également une nouvelle station au lac Beauchamp. Les travaux débuteront au cours de l'automne prochain et devraient être complétés à l'été 2021. La STO croit que l'arrivée de ce nouveau tronçon aura des impacts positifs sur le nombre d'utilisateurs et sur les stationnements incitatifs. On change de sujet. Le rapport d'analyse de la firme indépendante Muse concernant la gestion des inondations par la ville de Gatineau a été dévoilé il y a quelques jours. Ce rapport-là explique ce qui s'est bien et moins bien passé lors des 2 périodes de crues printanières.
Le consultant a notamment formulé 17 recommandations. Je vous en nomme quelques-unes. Premièrement, offrir une formation en sécurité civile à tous les intervenants municipaux, offrir une formation concernant le rôle des élus en temps de crise et élaborer une meilleure structure d'encadrement pour les bénévoles. Pour en parler, pour parler de ce rapport, je m'entretiens avec Marc Carrière, le conseiller du district de Masson-Angers, qui a grandement été affecté lors des inondations. Marc Carrière, ce n'est pas la première fois que je vous invite pour parler des inondations du printemps dernier. Ça fait plus qu'un an maintenant. On est dedans. On est dedans, en fait. Là, on a entre nos mains le rapport de cette firme indépendante, le rapport de Muse. Oui, il y a des choses à travailler à Gatineau, mais dans son ensemble, c'est somme toute pas catastrophique. Je veux connaître en premier lieu vos réactions par rapport au dévoilement du rapport. Écoutez, le rapport, pour moi, ça reflète pas ce qui s'est passé réellement sur le terrain. C'est un rapport là, qui touche vraiment l'administration, mais c'est pas ça qui venait expliquer les besoins là, concrets sur le terrain, l'enlèvement des roches, etc. Donc, c'est vraiment dans la structure que le rapport a été fait. Dans la structure comme telle, puis quand on parle de mesures de sécurité, que ce soit dans une ville ou n'importe quoi, il y a des structures qui existent, des organigrammes qu'on doit respecter pour s'assurer qu'on soit efficace à tous les niveaux. Dans le cas de ce qui nous a été présenté, il est clair qu'il n'y avait pas d'inscrit une cellule de crise à la mairie dans l'organigramme, dans notre organigramme. Par contre, il y avait de la place pour les élus. Puis, comme dans toute organisation, le plus haut magistrat, donc le maire, a un rôle à jouer décisionnel. C'est pour ça qu'on a été élus. Même chose pour les conseillers, en lien direct avec les paliers gouvernementaux autres. Puis, dans l'échelle, dans le bas de nous, on a le corps où est composé le CCU qui est en contact direct avec le plancher pour être capable de nous emmener l'information pour qu'on puisse prendre les meilleures décisions possibles. Vous avez dit son poste au maire, ce n'est pas d'être au CCMU, donc le Centre de coordination des mesures d'urgence, mais c'est d'être dans son bureau. Vous avez déjà dit ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? La cellule de crise de la mairie, là, même si on ne l'appelait pas comme ça dans notre structure, il y avait quelque chose qui était existant là. Et le maire n'était pas là? Le maire n'était pas tout simplement pas là. Puis il le dit, dans le rapport, ça le dit clairement. Au lieu de ça, le maire et les membres de son cabinet ont eu une présence active et régulière au CCMU. Donc, dans le corps, on n'a pas d'affaires là. On n'a pas d'affaires là. Il faut s'assurer de ce qui se passe sur le plancher. Je pense que notre rôle d'être présent, c'est fantastique. En même temps aussi, on a un rôle à jouer pour prendre des décisions. Si, en cas d'urgence, on avait besoin de matériel, puis c'est pour ça que moi, dans mes doutes, à partir de là, quand j'ai demandé à l'administration, en passant par le CCMU, est-ce qu'on a des véhicules, entre autres, qui sont capables d'aller rejoindre les citoyens du fer à cheval de chez nous? On m'a carrément dit non. On a acheté un Argo, on a essayé d'y mettre un petit moteur, puis c'est trop. C'est pas assez puissant pour être capable de se rendre. Donc, pour moi, dans ma tête, là, quand j'ai lu le rapport, j'ai vite réalisé qu'il y avait des décisions qui se prenaient à un niveau que ces décisions-là auraient fallu qu'elles soient prises, soit cellule de crise ou peu importe. Dans le rapport, M. Carrière, est-ce qu'on compare ce qui s'est passé dans l'est de Gatineau versus ce qui s'est passé dans l'ouest? Parce que c'est deux réalités différentes. Est-ce qu'on compare les deux? Pas dans le rapport. Non. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les inondations ont touché l'ensemble du territoire du Québec. Oui. De façon distincte. Ici, dans la région, les inondations ont frappé de façon distincte également. Ce qui se passait à Pointe-Gatineau, là, où est-ce qu'on pouvait se promener en kayak, en canot, chez nous, là, il n'y en était pas question. Il n'y en était juste pas question. Il a fallu rehausser le chemin à 2 reprises au lieu de juste une, parce qu'il n'aurait pas fallu enlever le matériel entre les 2 crues. Donc, c'était 2 choses complètement distinctes. C'est sûr et certain que le maire qui n'est pas en position, à sa position, où est-ce qu'il devait être, moi, quand je le contactais,
puis je lui disais de l'information qui venait du terrain. Moi, je m'attendais à parler au capitaine du bateau. Sauf que je me suis aperçu dans le rapport que c'était pas à lui que je prenais. Donc, le capitaine du bateau n'était pas là. Il était sur le cruise control. Puis, sur le pilote automatique. Puis, où est-ce qu'il s'enlignait? C'était à Pointe-Gatineau. Masson-Angers, Urtibise, Elmer a complètement été oublié là-dedans. Il ne faut pas oublier qu'on est en année électorale. C'est sûr et certain que la masse critique des lecteurs, ça se trouvait pas chez nous. Dans le rapport, il y a une section qui s'appelle « Constat et observation ». Il y a quand même beaucoup de points qui sont dans le vert, donc des points positifs. Là, j'en nomme quelques-uns. Niveau stratégique, niveau tactique et opérationnel, communication interne, soutien à l'action bénévole organisée. Non, ça, c'est dans le rouge, excusez-moi. Mais tout compte fait, il y a beaucoup de points dans le vert. Et ça, selon vous, ça ne représente pas du tout Il y a quelques Masson-Angers? trucs, je l'ai décortiqué, il y a quelques trucs qui pourraient se retrouver dans le jaune, comme il y en a quelques-uns dans le jaune qui pourraient se retrouver dans le rouge. Mais les 2 points à améliorer, c'est sûr que l'encadrement avec les bénévoles. Moi, j'ai fait appel à des bénévoles via les réseaux sociaux. Ça a apporté quelque chose. C'est sûr que rendu sur le terrain, l'encadrement, c'était difficile, puis on peut comprendre, mais c'est la démonstration. Si j'ai appelé de l'aide pour que les gens viennent nous donner un coup de main, là, c'est la démonstration que nos services étaient à côté depuis longtemps. C'est la démonstration qu'on n'était pas capable de déployer de façon juste et équitable sur l'ensemble du territoire, parce qu'on venait même voler des sacs de sable dans l'Est pour alimenter le sud, le centre de la ville. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Je vous le dis, j'ai même dû cacher des sacs de sable vides. J'ai fait mon écureuil. Je garde mes réserves. On pourrait en parler pendant très longtemps. Il reste seulement quelques secondes avec ce rapport-là. S'il y a des inondations au cours des prochaines années, est-ce qu'on va pouvoir rectifier le tir? Je le souhaite. Moi, je pense qu'on a eu une leçon là-dedans, mais il reste encore de l'amélioration à apporter. Puis toutes nos questions, notre vrai post-mortem à la ville, c'est de dire, entre nous les élus, ce qui est arrivé pour vrai dans la vraie vie sur le terrain. Mais pour la suite, là, de toute façon, cette année, là, ça regarde bien, là, il n'y en aura pas d'inondation. En tout cas, on le souhaite. On ne sait pas ce que la PTO peut nous réserver. Mais somme toute, là, les gens sont tannés d'en parler, puis je comprends. J'ai pu, dans mes interventions au conseil, là, j'ai pu comprendre que les gens au niveau administratif, il y a des gens autour de la table qui comprenaient mes arguments, sauf que les gens, à un moment donné, sont tannés. Puis, Merci pour vos commentaires, M. Carrière. On aura forcément la chance de s'en reparler prochainement. Merci beaucoup. La Caisse Desjardins du Cœur des Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Tout d'abord, François, au sport, au curling, tu nous donnes des nouvelles du quatuor de Ted Butler. Oui, effectivement, ils sont du côté de Stratford, en Ontario. C'est le championnat canadien senior. Et ça a été une très belle semaine là, pour l'équipe de Ted Butler. Ils ont conservé une fiche de 7 victoires et 1 défaite. Ça leur a permis d'accéder à la ronde éliminatoire. Ils ont gagné leur premier match et malheureusement, ils ont subi la défaite en demi-finale. Un très bon match quand même, là, 5-4 contre les représentants de l'Ontario. Et jeudi, le 29, ils vont jouer pour la médaille de bronze contre le nord de l'Ontario. Alors, on leur souhaite bien de revenir ici quand même avec cette médaille de bronze. Et je vais nommer aussi les autres joueurs là, de l'équipe. Il s'agit de Michel Laroche, Jean-Pierre Croteau, il n'y a pas de lien de parenté, et de Richard Fagui. Notre futur athlète olympique maintenant, Félix Bertrand, a terminé 7e à Jasper. Puis, il faut le dire, il compétitionnait contre des gens d'assez haut calibre. Oui, effectivement. Puis là, athlète olympique, on va loin. Oui, c'est championnat canadien senior. Il y avait 11 membres de l'équipe nationale qui étaient sur place. Donc, lui a terminé 7e. On a toujours bien battu 4. Hein? Ouais. Alors, c'est quand même des performances extraordinaires. On sait que le jeune n'a encore que 15 ans. Alors, d'aller chercher une 7e position, c'est fantastique.
Prochain rendez-vous pour Félix, c'est la fin de semaine de Pâques. Il va être du côté des championnats québécois au Mont-Saint-Sauveur. Et il semblerait que Michael Kingsbury va être là aussi pour l'encourager. Puis peut-être même qu'il y aurait peut-être une descente là, en parallèle, les deux ensemble. Okay. Ça pourrait être très intéressant. Donc, du côté de la fin de semaine de Pâques, Mont-Saint-Sauveur. Je serais prêt même à miser là-dessus. Je suis certain qu'on va voir le jeune Bertrand aux Olympiques au cours des prochaines années. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je lui souhaite fortement. Puis les résultats qu'il accumule depuis le début, c'est sûr que c'est un espoir. Oui, c'est l'espoir numéro 1 au Canada. À la boxe, maintenant, un premier gala réussi à Ripon pour l'Union, c'est-à-dire le regroupement du club de boxe de Buckingham et celui de la Petite Nation. Oui, effectivement. Il y a eu une foule de près de 200 personnes qui ont assisté à de très bons combats, selon ce que M. Marcelin m'a dit. Notamment, il y a Michael Gagnon, dans les 14 ans, qui a rencontré un boxeur de 17 ans. Et ça a été un des meilleurs combats de la soirée. Il y a Alexis Ledoux aussi, 13 ans, qui a gagné son combat en revanche contre Mobin Wahid. Ça a été par décision unanime. Yannick Bastien, lui, a fait un retour. En tout cas, il y a eu des combats, ça a été excellent. Et il faut mentionner la performance là, de Frank Hamel en finale contre David Rivard. Frank Hamel l'a remporté par décision unanime. Et notez-le immédiatement à l'agenda. Le prochain gala va avoir lieu le 5 mai et c'est ici à Buckingham, à la salle des Chevaliers de Colomb. OK, maintenant, la Coupe Dodge va se passer ici en Outaouais, François? Oui, ça va être du 18 au 22 avril prochain. Du côté du centre sportif à Buckingham, c'est le Pee-Wee 2A là, qui va être en vedette toute cette fin de semaine-là. Et dans le moment, les voisins de Papineau sont en demi-finale et ils s'en vont en finale. Alors, il y a de fortes chances que ce soit eux qui représentent la région. Donc, inscrivez ça à l'agenda également. Et il y a aussi pour les clubs de catégorie A et B et C, là, les simples lettres qu'on appelle, mais il va y avoir les championnats interrégionaux qui vont se dérouler du côté de Laval et Montréal du 5 au 8 avril prochain. Donc, on va pouvoir vous donner des nouvelles là-dessus. Et il va y avoir aussi la Coupe Dodge, mais le volet féminin qui, lui, va avoir lieu dans la région de Québec du 12 au 15 avril prochain. Alors, on le sait, le mois d'avril, c'est la fin des activités de hockey. Ce sont les championnats provinciaux, la Coupe Dodge. Alors, on souhaite bonne chance à tout le monde de ce côté-là. Merci beaucoup, François. Ça fait le tour des sports. On se revoit la semaine prochaine. Ça m'a fait plaisir. Vous avez des questions, des commentaires, c'est simple. Vous pouvez nous écrire aux nouvelles au pluriel à commercial tvc.qc.ca. Je m'appelle Mathieu Daou. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres cette semaine pour cette édition d'InfoMag. À la semaine prochaine. Salut.